Bonjour. Avant de commencer ce nouveau chapitre, faisons un petit rappel de ce qu'on a vu dans les dernières séances. Dans le chapitre précédent, on a travaillé sur les intervalles de confiance. On a appris comment utiliser un échantillon pour estimer un paramètre inconnu de la population. On a vu 3 cas principaux. Estimer une moyenne avec sigma connu, estimer une moyenne avec sigma inconnu et estimer une proportion. Dans chaque cas, on obtenait un intervalle de valeurs possible pour le paramètre recherché. Maintenant, on passe à un nouveau chapitre, le test d'hypothèse pour un échantillon. Cette fois, l'objectif change un peu. Dans le chapitre précédent, on cherchait à estimer un paramètre. Ici, on ne cherche plus seulement à estimer, mais à prendre une décision. L'objectif de ce chapitre est d'apprendre à vérifier une affirmation ou une hypothèse concernant une population en utilisant les informations d'un échantillon. En d'autres termes, on veut savoir si ce qu'on observe dans l'échantillon confirme ou contredit ce qu'on pensait au départ. Un test d'hypothèse est donc une méthode statistique qui permet de juger une affirmation à partir de données. On commence avec une hypothèse de départ, puis on collecte un échantillon, on calcule une statistique de test et enfin, on décide si on garde cette hypothèse ou si on la rejette. On utilise les tests d'hypothèse partout dans la vie réelle. Par exemple, une entreprise veut vérifier si une machine remplit correctement les bouteilles. Une université veut savoir si la moyenne des notes a augmenté. Un laboratoire veut tester si un nouveau médicament est efficace. Dans tous ces cas, on ne peut pas interroger toute la population. Donc, on utilise un échantillon pour prendre une décision fiable. Donc, dans ce chapitre, nous allons apprendre à transformer des données en décisions. Et comme dans le chapitre précédent, nous allons distinguer plusieurs cas. Pour une moyenne avec sigma connu, premier cas, pour une moyenne avec sigma inconnu, second cas, et pour une proportion. So before we start a new chapter, let's briefly review what we covered in the last sessions. In the previous chapter, we worked on confidence intervals. We learned how to use a sample to estimate an unknown population parameter. We studied 3 main cases: estimating a mean with known sigma, estimating a mean with unknown sigma, and estimating a proportion. In each case, we obtained an interval of possible values for the parameter we were looking for. Now, we move to a new chapter, hypothesis testing for one sample. This time, the objective changes slightly. In the previous chapter, we were trying to estimate a parameter. Here, we are no longer estimating, but making a decision. The objective of this chapter is to learn how to test a claim or a hypothesis about a population by using information from a sample. In other words, we want to know whether what we observe in the sample supports or contradicts what we believe at the beginning. So hypothesis testing is a statistical method used to evaluate a claim using data. We begin with an initial hypothesis, then collect a sample, calculate a test statistic, and finally decide whether to keep this hypothesis or reject it. We use hypothesis testing everywhere in real life. For example, a company wants to check if a machine fills bottles correctly. A university wants to know if the average grades have increased. A laboratory wants to test whether a new medicine is effective. In all these cases, we cannot study the whole population, so we use a sample to make a reliable decision. So in this chapter, we will learn how to turn data into a decision
And just like in the previous chapter, we will study several cases for a mean with known sigma, for a mean with unknown sigma, and for a proportion. Pour bien comprendre ce qu'est un test d'hypothèse, imaginons une situation simple. Supposons que je veux étudier le salaire mensuel des ingénieurs au Liban. C'est le salaire mensuel. Mon objectif est de vérifier une affirmation concernant toute la population. Par exemple, je veux tester si le salaire moyen est égal à 3 000 $, ou bien supérieur à 3 000 $, ou bien encore inférieur à 3 000 $. Le problème, c'est que je ne peux pas interroger tous les ingénieurs au Liban. La population est trop grande. Cela prendrait trop de temps et coûterait trop cher. Donc, comme toujours en statistique, je vais sélectionner un échantillon représentatif. Supposons que je choisis un échantillon de 100 personnes. À partir de cet échantillon, je calcule la moyenne des salaires observés et je trouve par exemple 2 000 $ dans cet échantillon. Maintenant, la question importante est la suivante. Est-ce que je peux directement conclure que la vraie moyenne de la population n'est pas égale à 3 000 $? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la valeur de 2 000 $ est seulement la moyenne de cet échantillon. Elle est correcte pour les 100 personnes interrogées, mais elle ne représente pas forcément exactement toute la population. Si je prends un autre échantillon de 100 ingénieurs, peut-être j'aurai une autre moyenne. Peut-être X bar serait égal à 2500. Peut-être 2800. Peut-être aussi 3200. Les résultats changent d'un échantillon à un autre. C'est précisément pour cela qu'on utilise le test d'hypothèse. Le test d'hypothèse est une méthode qui permet de décider si la différence observée entre échantillons et l'hypothèse est suffisamment grande pour rejeter l'affirmation de départ, ou si cette différence peut simplement être due au hasard de l'échantillonnage. Donc, au lieu de dire trop vite, 2000 est différent de 3000, donc l'hypothèse est fausse, on utilise un raisonnement statistique rigoureux. On mesure si l'écart observé est significatif ou non. Et à la fin, on prend une décision. Soit on rejette l'hypothèse, soit on ne la rejette pas. Donc, on va se baser sur un échantillon pour rejeter ou ne pas rejeter l'hypothèse qu'on a au départ. So to clearly understand what hypothesis testing is, let us imagine a situation. Suppose I want to study the monthly salary. The monthly salaries of engineers in Lebanon. My goal is to verify a claim about the whole population of engineers. For example, I want to test whether the average salary is equal to 3,000 or greater than 3,000 or less than 3,000. The problem is that I cannot reach all engineers in Lebanon. The population is too large. It would take too much time and cost too much money.
So as always in statistics, I select a representative sample. Let us say that I choose a sample of 100 engineers. From the sample, I can calculate the average salary and I find, for example, $2,000. Now the important question is, can I directly conclude that the true population mean is not equal to 3,000? The answer is no. Why? Because the value of $2,000 is only the mean of the sample. It is correct for the 100 people only, but it does not necessarily represent the whole population exactly. If I choose another sample of 100 engineers, I might obtain different average, maybe 2,500, maybe 2,800, maybe 3,200. The result can change from one sample to another. And this is exactly why we use hypothesis testing. Hypothesis testing is a method that helps us decide whether the observed difference between the sample result and the original claim is large enough to reject the claim, or whether that difference may simply be due to random sampling variation. So instead of saying quickly 2000 is different from 3000, therefore the hypothesis is false, we use a rigorous statistical process. We measure whether the observed difference is significant or not. In the end, we make a decision. We either reject the hypothesis or we fail to reject it. Maintenant, il faut ajouter une règle très importante. Dans un test hypothèse, la vraie question que l'on veut vérifier se met toujours dans H1, c'est-à-dire dans l'hypothèse alternative, et le signe d'égalité se met toujours dans H0, l'hypothèse nulle. Autrement dit, quand on lit un exercice, on commence par identifier la question posée. Est-ce qu'on cherche à savoir si la valeur est plus petite, plus grande ou différente d'une valeur d'hypothèse? Cette question ira directement dans H1. Ensuite, H0 prendra automatiquement le complément dans l'égalité. Reprenons notre exemple du salaire moyen des ingénieurs par rapport à $3,000. Premier cas, si la question est « Est-ce que le salaire moyen est inférieur à $3,000 ?» Alors, cette version va dans H1. On écrit donc H1, mu inférieur à $3,000. Et puis, l'égalité doit rester dans H0. Donc, on écrit H0, mu supérieur ou égal à $3,000. Deuxième cas, si la question est « Est-ce que le salaire moyen est supérieur à $3,000 ?» Alors, cette question va dans H1. Donc, on écrit H1, mu supérieur à $3,000. Et H0 serait mu inférieur ou égal à $3,000. Troisième cas, si la question est « Est-ce que le salaire moyen est différent de $3,000 ?» alors cette question va dans H1, mu différent de $3,000. H0 serait mu égal à $3,000. Now we need to add a very important rule. In hypothesis testing, the actual question we want to verify is always placed in H1, which is the alternative hypothesis, and the equality sign always belongs in H0, the null hypothesis. In other words, when we read a problem, we first identify the question being asked. Are we trying to know if the value is smaller, greater, or different than a value? The question goes directly into H1. Then H0 automatically takes the complementary statement with the equality. Let us continue with our example of the average salary of engineers compared to $3,000. The first case, if the question is the average salary is less than $3,000, then the question goes into H1. So we'll write H1 mu is less than $3,000. So H0 will be mu is higher or equal than $3,000. The second case, if the question is
is the average salary greater than $3,000? Then this question goes into H1. We would write H1 mu higher than $3,000. So H0 would be mu is less than or equal to $3,000. Now the third case, if the question is the average salary different from $3,000, then this will go directly to H1. Mu would be different than $3,000. H0 will be mu is equal to $3,000. Une règle très simple à retenir. On regarde uniquement le signe qui se trouve dans H1, c'est-à-dire dans la question posée. Ce signe nous indique directement quel type de test utiliser et où se trouve la zone verte sur la courbe normale. Si dans H1, on a inférieur, cela veut dire qu'on cherche une valeur plus petite à celle annoncée. Donc, on utilise un test unilatéral à gauche. La zone verte sera uniquement dans la queue gauche. Si dans H1, on a une valeur qui est supérieure, c'est-à-dire on cherche une valeur plus grande que celle annoncée, donc on utilise un test unilatéral à droite. La zone verte sera uniquement dans la queue droite. Si dans H1, on a différent, cela veut dire qu'on cherche simplement une différence, soit plus petite, soit plus grande, donc on utilise un test bilatéral. La zone verte sera partagée entre les deux extrémités, droite et gauche. Donc, pour choisir rapidement le bon test, il suffit de regarder le signe dans H1. A very simple rule to remember. We only look at the sign that appears in H1, which is the question being asked. This sign directly tells us which type of test to use and where the green rejection region is located on the normal curve. If H1 contains less than, it means we are looking for a value smaller than the claimed one. So we use a left-tailed test. The green area will be only in the left tail. If H1 contains higher than, it means that we are looking for a value greater than the claimed one. So we use a right-tailed test. The green area will be only in the right tail. If H1 contains a different than, it means we are simply looking for a difference. So we use a two-tailed test. The green area is divided between both tails. So to choose the correct test quickly, we just need to look at the sign in H1. Avant de commencer les exercices, je veux vous rassurer sur un point important. Il est tout à fait normal que certaines idées ne soient pas encore très claires à ce stade. Le test d'hypothèse est un nouveau raisonnement et au début, cela peut sembler un peu abstrait. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont les exemples qui vont clarifier toutes les notions. En statistique, on comprend vraiment la méthode en la voyant appliquée. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Nous allons faire 3 séries d'exemples pour chaque cas principal. Tout d'abord pour une moyenne avec sigma connu, ensuite pour une moyenne avec sigma inconnu et enfin pour une proportion. Dans chaque cas, nous traiterons les 3 formes de test, un test bilatéral, un test unilatéral à gauche et un test unilatéral à droite. Cela veut dire 3 exemples par cas. Donc au total, nous allons résoudre 9 exemples. Et je vous garantis qu'à la fin de cet exercice, vous aurez non seulement compris les formules, mais surtout maîtrisé l'idée du test d'hypothèse et la manière de raisonner face à n'importe quelle question. Before starting the exercises, I want to reassure you about something important. It's completely normal if some ideas are not fully clear yet. Hypothesis testing is a new way of thinking, and at first it may seem a little bit abstract. But do not worry, the examples will make everything clear. In statistics, we truly understand the method when we see it applied.
Now we are going to move to practice. We will work through 3 sets of examples, one for each main case. First for a mean with known sigma, then for a mean with unknown sigma, and finally for a proportion. In each case, we will study the 3 forms of tests: a two-tailed test, a left-tailed test, and a right-tailed test. That means 3 examples for each case. So in total, we are going to solve 9 examples. And I can assure you that by the end of these exercises, you will not only understand the formulas, but you will have mastered the hypothesis testing as an idea and as a method of reasoning. Maintenant, commençons avec notre premier exemple. Dans cet exercice, on nous dit que la moyenne des notes d'un échantillon de 16 étudiants est de 32. Et on nous demande de tester l'hypothèse que la moyenne de la population est égale à 30, avec sigma égale à 5 et alpha égale à 5%. Avant même de commencer les calculs, il faut d'abord identifier le cas dans lequel on se trouve. Ici, on travaille sur une moyenne, donc sur une variable qui est quantitative, et l'écart type de la population est connu, puisqu'on nous donne sigma qui est égal à 5. Donc cet exemple correspond au premier cas. Test d'hypothèse pour une moyenne avec sigma connu. Now let's begin with our first example. In this exercise, we are told that the mean grade of a sample of 16 students is 32, and we are asked to test the hypothesis that the population mean is equal to 30, with sigma is equal to 5 and an alpha equal to 5%. Before starting any calculation, we first need to identify the case we are dealing with. Here, we are working with a mean, so this is a quantitative variable, and the population standard deviation is known, since sigma is given and it's equal to 5. So this example belongs to the first case, hypothesis testing for a mean where sigma is known. Maintenant, regardons le type de test. La question ici est de tester si la moyenne de la population est égale ou différente de 30. Donc l'hypothèse alternative sera mu différente de 30. Et dès qu'on a le signe différent dans H1, cela veut dire qu'on est dans un test bilatéral, donc un test à 2 queues. Now let's identify the type of test. Here the question is whether the population mean is equal to or different from 30. So the alternative hypothesis will be mu is not equal to 30. And as soon as H1 contains the sign not equal to, that means we are dealing with a two-tailed test. Pour prendre la décision finale dans un test d'hypothèse, il y a toujours 2 méthodes possibles. La première méthode est celle des 5 étapes, où l'on compare la statistique calculée à une valeur critique. La deuxième méthode est celle de la valeur de P, où l'on compare la valeur de P à alpha. Les 2 méthodes conduisent exactement à la même décision. Donc ici, nous allons faire les 2. D'abord la méthode des 5 étapes, puis la méthode de la valeur de P. So to reach a final decision in hypothesis testing, there are always 2 possible methods. The first one is the 5-step hypothesis testing, where we compare the calculated test statistic to a critical value. The second one is the p-value, where we compare the p-value to alpha. Both methods lead exactly to the same conclusion. So here we will do both. First the 5-step method and then the p-value method. Maintenant, je vais représenter la situation avec les 2 cases. La grande case représente la population et la petite représente l'échantillon. Dans la population, ce qu'on cherche à étudier, c'est la vraie moyenne mu. Et dans H0, on suppose qu'elle est égale à 30. Dans l'échantillon, on a les données observées. N égale à 16
et x bar égale à 32. Sigma égale à 5 et cette valeur correspond à la population. Donc l'idée est la suivante. On compare ce qu'on observe dans l'échantillon à ce que l'hypothèse nulle affirme sur la population. So now I'll represent the situation using the two boxes. The large box represents the population, and the small box represents the sample. In the population, the parameter we want to study is the true mean, mu. And under H0, we assume that is equal to 30. In the sample, we have the observed data. N is equal to 16, x bar equals 32, and sigma equals 5. So the idea is, we compare what we observe in the sample to what the null hypothesis claims about the population. La première étape consiste à écrire les hypothèses. Comme l'égalité reste toujours dans H0, on écrit H0, mu égale à 30, et la question est de savoir si la moyenne est différente de 30. On écrit H1, mu différente de 30. The first step is to state the hypothesis. Since equality always stays in H0, we write H0, mu is equal to 30, and because the question is whether the mean is different from 30, we write H1, mu is not equal to 30. La deuxième étape consiste à préciser le niveau de signification et le type de test. Ici, alpha est égal à 5%, et comme H0 contient le signe différent, il s'agit d'un test bilatéral. The second step is to specify the significance level and the type of test. Here, alpha is equal to 5%, and since H1 contains the sign not equal to, so this is a two-tailed test. La troisième étape consiste à calculer la statistique de test. Comme on est dans le cas d'une moyenne avec sigma connu, on utilise la statistique Z. La formule est la suivante. Z est égal x bar moins mu divisé par écart type sur racine carrée de n. On remplace chaque valeur on obtient chaque inconnu par sa valeur. On aura 32 moins 30 sur 5 sur racine carrée de 16. Donc un z est égal à 1,6. The third step is to calculate the test statistic. Since we are in the case of a mean with known sigma, we use the z statistic. The formula is equal to x bar minus mu divided by sigma divided by square root of n. We substitute each unknown by its value. So it's 32 minus 30 divided by 5 divided by square root of 16. Z is equal to 1.6. La quatrième étape
consiste à déterminer la région de rejet. Comme on a un test bilatéral avec un alpha égal à 5%, on place 2,5% dans chaque extrémité. On cherche donc la valeur critique Z, telle que, entre 0 et Z, on est 47,5%. En allant dans le tableau de la loi normale, on cherche dans ce tableau 0,475 on tombe sur un Z critique de 1,96. The fourth step is to determine the rejection region. Since we have a two-tailed test with an alpha equal to 5%, we place 2.5 at each tail. So we look at the critical Z value, such as the area between 0 and Z is 47.5%. By using the normal table, we search for 0.475. We find a critical Z of 1.96. Les zones de région sont à gauche de moins 1,96 et à droite de 1,96. The rejection regions are to the left of minus 1.96 and to the right of plus 1.96. La cinquième étape consiste à prendre la décision. La valeur calculée est Z est égale à 1,6. Cette valeur ne tombe pas dans la région de rejet, car elle est comprise entre moins 1,96 et 1,96. Donc, on ne rejette pas H0. The fifth step is to make the decision. The calculated value of Z is 1.6. This value does not fall in the rejection region because it lies between minus 1.96 and 1.96. So we do not reject H0. On arrive à la deuxième question. On va faire la même décision avec la méthode de la valeur de P. Une formule qu'on doit toujours savoir. Quand on fait face à un test bilatéral, la valeur de P est égale à 2 fois 0,5 moins la probabilité de Z calculée. Si on fait face à un test unilatéral, la valeur de P est égale à 0,5
moins pourcentage de Z calculé. Quand on aurait la valeur de P, on la compare à alpha. Si elle est égale à alpha, on ne rejette pas H0. Si elle est égale à alpha, on rejette H0. Comme notre test est bilatéral, la valeur de P, elle est calculée des deux côtés de la courbe. On commence par chercher dans le tableau la valeur correspondante à Z 1,6. On trouve que la probabilité de Z calculé égale à 1,6 est égale à 0,4452. Comme on le voit, la valeur de P est égale à 10,96, qui est supérieure à alpha, qui est égal à 5%, ce qui nous ramène à la même conclusion. On ne doit pas rejeter H0. Now let us reach the same decision using the p-value method. Since our test is two-tailed, the p-value must take into account both sides of the curve. We start by looking in the table the corresponding value for a z equal to 1.6. We find an area of 0.4452. We substitute it into the p-value formula. We get a p-value of 10.96. If we compare it to alpha, it is higher than alpha, which leads us also to reject H0. La conclusion finale est donc la suivante. Avec les données de cet échantillon, on n'a pas assez de preuves pour rejeter l'hypothèse que la moyenne de la population est égale à 30. So the final conclusion is the following. With the data from the sample, we do not have enough evidence to reject the hypothesis that the population mean is equal to 30. Passons maintenant au deuxième exemple. Dans cet exercice, on nous dit que la moyenne des âges d'un échantillon de 64 étudiants est de 22,1 ans. On veut tester si cette moyenne est supérieure à celle de l'année dernière, qui était de 21,3. On nous donne aussi un sigma égal à 2,7 et un alpha est égal à 1%. Comme dans l'exemple précédent, on commence toujours par identifier le cas. Ici, on travaille sur une moyenne, donc sur une variable qui est quantitative. Et l'écart type de la population est connu, puisqu'on nous a donné sigma. Donc nous sommes encore dans le premier cas, test d'hypothèse pour une moyenne avec sigma connu. Now let's move to example 2.
In this exercise, we are told that the mean age of a sample of 64 students is 22.1 years. We want to test whether this mean is higher than last year's mean, which was 21.3 years. We are also given a sigma equal to 2.7 and alpha equal to 1. As in the previous example, we always begin by identifying the case. Here, we are working with a mean, so this is a quantitative variable, and the population standard deviation is known, since sigma is given. Therefore, we are still in the first case. Hypothesis testing for a mean with known sigma. Maintenant, regardons la question posée. On veut savoir si la moyenne est supérieure à 21.3. La question va toujours dans H1. Donc H1 sera mu supérieur à 21.3. Et H0 donnera mu inférieur ou égal à 21.3. Et comme H1 contient le signe supérieur, cela signifie que nous sommes dans un test unilatéral à droite. Now let's look at the questions being asked. We want to know whether the mean is greater than 21.3. The question always go into H1. So H1 will be mu is greater than 21.3. And whenever H1 contains the greater sign, it means we are dealing with a right-tailed test. H0 would also be mu is less than or equal to 21.3. Comme toujours, pour prendre la décision finale, nous avons deux méthodes possibles. La première est la méthode des 5 étapes avec comparaison entre la statistique calculée et la valeur critique. La deuxième est la méthode de la valeur de P. On compare la valeur de P à alpha. Les deux vont nous donner la même conclusion. As always, we try to make the final decision and we have two possible methods. The first is the 5-step method, where we compare the calculated statistic with the critical value. The second is the p-value method, where we compare the p-value to alpha. Both will lead to the same conclusion. Représentons maintenant la situation avec les deux cas. La grande case représente la population. Ce qu'on veut étudier, c'est la vraie moyenne mu, qu'on ne connaît pas, qui est inconnue. La petite case représente l'échantillon. Now let's represent the situation using the two boxes. The large box represents the population. The parameter we want to study is the true mean, mu. In the small box, we represent the sample. We place the observed data. N is equal to 64 and the X bar is equal to 22.1. Pour la deuxième étape, on a alpha est égal à 1% et c'est un test unilatéral à droite. So here we have alpha equals to 1% and it is a one-tailed test to the right. Comme sigma est connu, on utilise la statistique Z. Z est égal X bar moins mu sur l'écart type divisé par racine de n. On remplace chaque variable
par sa valeur. Donc, on aura une valeur de z de 2,37. So since sigma is known, we use the z statistic. And the formula is the following. Z is equal x bar minus mu divided by sigma divided by square root of n. Substituting the values, we get a z value of 2.37. Pour un test unilatéral à droite avec un alpha 1%, toute la zone de rejet est à droite. On cherche donc la valeur critique de z, telle que l'air est entre 0 et z, qui vaut 0,49. Dans le tableau de la loi normale, on cherche 0,49. Donc la valeur de z, c'est ou 2,32 ou 2,33. For a right-tail test with an alpha equal 1%, the entire rejection region is on the right side. So we look for the critical z value, such as the area is between 0 and z. It's equal to 0.49. We look for the critical z value in the table of the normal curve. We search for 0.49. This gives us a critical z value of 2.32 or 2.33. La valeur calculée de z est 2,37. Elle est plus grande que la valeur critique 2,33, donc elle tombe dans la zone de rejet. Nous rejetons donc H0. The calculated value of z is equal to 2.37, which is greater than the critical value 2.33. So it falls in the rejection region. Therefore, we reject H0. Maintenant, utilisons la méthode de la valeur de P. Dans le tableau de Z, pour une valeur de Z qui était égale à 2,37, on trouve un pourcentage de 0,4911.
Comme on le voit, la valeur de P est égale à 0,89%. Cette valeur a été eue en utilisant la formule qu'on a vue précédemment. Quand on fait face à une valeur qui est unilatérale, la valeur de P est calculée par la formule suivante. P-value est égal à 0,5 moins le pourcentage de Z calculé. En comparant la valeur de P à alpha, qui est 1%, on trouve que la valeur de P est inférieure à alpha. Quand elle est inférieure à alpha, on rejette H0. So now let's use the p-value method. In the table, for a Z of 2.37, we find a percentage of 0.4911. We use the formula of p-value when we have a one-tailed test. P-value is equal to 0.5 minus the probability of Z calculated. We get a p-value of 0.89%. This value is less than alpha, which is 1%. So, we reject H0. La conclusion finale est qu'il y a suffisamment de preuves statistiques pour affirmer que la moyenne des âges cette année est supérieure à 21,3 ans. The final conclusion is that there's enough statistical evidence to conclude that the mean age this year is greater than last year, which is 21.3. Donc, on peut dire ici, avec 95% de confiance, que la moyenne est supérieure à 21.3. Il reste 5% en risque de se tromper. So we can say that we are 95% confident that the mean is greater than 21.3. We will still have a 5% risk of being wrong. Passons maintenant au troisième exemple. Dans cet exercice, on nous dit que la moyenne des salaires d'un échantillon de 8 professeurs de l'université libanaise est de 45 000 $. On veut tester l'hypothèse que les salaires sont inférieurs à 50 000 $. On nous donne un sigma est égal à 5 000 $ et un alpha égal à 5%. Comme dans le cas précédent, on commence toujours par identifier le cas. Ici, on travaille sur une moyenne et l'écart type de la population est connu. Donc, nous sommes encore dans le premier cas. On teste l'hypothèse pour une moyenne avec un sigma connu. Now, let's move to example 3. In this exercise, we are told that the mean salary of a sample of 8 professors at the Lebanese University is $45,000. We want to test the hypothesis that salaries are less than $50,000. We are also given a sigma equal to $5,000 and an alpha equal to 5%. As in the previous example, we start by identifying the case. Here, we are working with a mean, and the population standard deviation is known. So we are still in the first case, hypothesis testing for a mean with known sigma. La question posée, est-ce que la moyenne est inférieure à 50 000 $? Cette question va donc dans H1. Donc, on écrit H1 comme suit. Mu inférieur à 50 000 $. H0 serait mu supérieur ou égal à 50 000 $. Dès qu'on est H1 qui contient un signe inférieur, cela signifie que nous sommes dans un test unilatéral à gauche. The question is,
Is the mean less than $50,000? This question goes directly into H1. So H1 is mu is less than $50,000, and H0 would be mu is higher or equal than $50,000. Whenever H1 contains the less than sign, this means we are dealing with a left-tailed test. La grande case représente la population, où la moyenne est toujours inconnue. Ce qu'on cherche, c'est de prouver si mu est inférieur à $50,000. Avec un sigma de $5,000. Dans la petite case, on a l'échantillon avec les données. N égale à 8 et X bar égale à $45,000. So the large box represents the population, where the mean is unknown. We want to test whether mu is less than $50,000, and we have sigma, which is equal to $5,000. The small box represents the sample, where n is equal to 8 and x bar is equal to $45,000. So in this case, we have an alpha equals to 5% and it is a one-tailed test to the left. Donc alpha est égal à 5% et on a un test unilatéral à gauche. On utilise la statistique Z. Z égale x bar moins mu divisé par sigma sur racine carrée de n. On remplace chaque inconnu par sa valeur. On aura un z est égal à moins 2,828. So we use the z statistics. Z is equal x bar minus mu divided by sigma divided by square root of n. We substitute each unknown by its value. This gives us a z value of minus 2.82. Pour un test à gauche avec un alpha de 5%, toute la zone de rejet est à gauche. On cherche Z critique tel que le pourcentage est égal à 0,45. On cherche Z critique dans le tableau de Z. On cherche 0,45.
Donc, cela nous donne un Z critique de 1,65 ou 1,64. Donc, for a left tail test with an alpha equals to 5%, the entire rejection region is on the left. We look for the Z critique, such as the area is 0.45. We search for 0.45 inside the Z table. We reach a critical Z of 1.65 or 1.64. La valeur calculée de Z est de moins 2,83, qui est plus petit que moins 1,65. Elle est donc dans la zone de rejet. Donc, on rejette H0. The calculated value of Z is minus 2.82, which is smaller than minus 1.65. It falls in the rejection region. So we reject H0. On essaie de travailler la deuxième méthode qui est la valeur de P. Dans le tableau de Z, on trouve pour un Z égal à 2,83 une probabilité de 0,4977. Après le calcul de la valeur de P, nous aurons une valeur de 0,23%. Cette valeur est inférieure à alpha qui est 5%. Cela nous mène à rejeter H0. So in the Z table, for a Z of 2.83, we find a value of P which is equal to 0.4977. We want to calculate p-value in a case of one-tailed test. P-value is equal to 0.5 minus the probability of Z calculated. We get a p-value of 0.23%. So p-value in this case is less than alpha, which is 5%. This will lead us to reject H0. Conclusion. Il y a suffisamment de preuves pour affirmer que le salaire moyen est inférieur à $50,000. So in conclusion, there is enough evidence to conclude that the average salary is less than $50,000.
En d'autres termes, on peut dire que on est sûr à 95% que la moyenne est inférieure à 50 000 $. Il reste toujours un seuil de 5% de se tromper. In other words, we can say with 95% confidence that the mean is less than $50,000, although we have a 5% risk of being wrong. Passons maintenant à cet exemple. On nous dit que la moyenne des âges d'un échantillon de 16 étudiants est de 32 ans et que l'écart type de l'échantillon est de 5. On veut tester l'hypothèse que la moyenne de la population est différente de 30, avec un niveau de signification de 5%. Cette fois-ci, il y a un changement important. On ne nous donne pas sigma, mais seulement S, l'écart type de l'échantillon. Donc, nous ne sommes plus dans le premier cas, mais dans le deuxième cas. Test d'hypothèse pour une moyenne avec sigma inconnu. On va donc utiliser la loi de Student avec la statistique T. Now let's move to this example. We are told that the average age of a sample of 16 students is 32 and the sample standard deviation is 5. We want to test the hypothesis that the population mean is different from 30 with a significance level of 5%. Here, there is an important change. Sigma is not given, only the sample standard deviation, S. So we are no longer in the first case, but in the second case. Hypothesis testing for a mean with unknown sigma. Therefore, we will use the student T distribution. La question est-ce que la moyenne est différente de 30? Donc H1, mu est différente de 30. H0, mu est égal à 30. Le symbole différent signifie que nous sommes dans un test bilatéral, donc deux que. The question is the mean different from 30? So H1 will be mu is not equal to 30. Thus, H0 would be mu is equal to 30. The not equal sign in H1 means that we are in a two-tailed test. Comme toujours, pour résoudre, on peut avoir deux méthodes, la méthode des 5 étapes et la méthode de la valeur de P. La grande case, comme on le voit, représente la population, avec un sigma qui est inconnu, qu'on cherche si elle est égale ou différente à 30. Dans la petite case, on met les données de l'échantillon. N est égal à 16, x bar égale à 32 et S est égal à 5. So as always, we can solve this using two methods, the 5-step methods or the p-value method. The large box represents the population with unknown mu, which we are testing if it is equal or different than 30. The small box represents the sample data, in which n is equal to 16, x bar is equal to 32, and s is equal to 5. Dans notre cas, on a alpha est égal à 5% et c'est un test bilatéral, donc 2,5% pour chaque queue.
In our case, alpha is equal to 5%, and it is a two-tailed test, so 2.5% in each tail. On utilise maintenant la statistique T. T est égal à x bar moins mu sur S sur racine carrée de n. On substitue chaque inconnu par sa valeur. On aura une valeur de t de 1,6. So now we use the t statistics. T is equal to x bar minus mu divided by s divided by square root of n. Substitution each unknown by its value, we get a t value of 1.6. Pour trouver la valeur de t critique, dans ce cas, c'est un peu différent de ce qu'on a travaillé précédemment. On aura à trouver le degré de liberté qui est n-1 est égal à 15 et dans notre cas, on a un test bilatéral. Et on a un alpha est égal à 5%. Tout cela nous donne une valeur de t critique lue à partir du tableau de t comme suit. À l'intersection de toutes ces informations, nous allons trouver une valeur de t critique de 2,131. So to find the critical t, we'll need several information. The degree of freedom, which is n-1 is equal to 15. We have a two-tailed test and alpha equal to 5%. At the intersection of all this information in the t-table, we find a t-critique of 2.131. On compare t calculé à t critique. La valeur de t calculé tombe dans la région de non-rejet de H0. So if we compare calculated t to t critique, we find that 1.6 falls in the non-rejection region. So we do not reject H0. On essaye de trouver le même résultat, mais en utilisant la valeur de P. Ici, il n'y a pas de formule comme on a fait dans le cas de Z.
il y a une méthodologie qu'on doit suivre. On cherche la ligne du degré de liberté qui est égale à 15. On trouve où se situe t calculé. Elle est ici, entre 1,341 et 1,753. Donc on remonte. Donc on trouve que la valeur de P se situe entre 0,1 et 0,2, donc entre 10% et 20%. Donc, la valeur de P est supérieure à 5% qui est alpha. Donc, on ne doit pas rejeter H0. We try to reach the same result as before by using the p-value. In the case of t, we do not have a formula like we used to have when we used to do it with z value. But there is a method we can follow to reach the value of alpha. We go to the line where the degree of freedom is 15. We try to locate t calculated, which is 1.6. T calculated falls between 1.341 and 1.753. We move upward and we find out that the p-value falls between 0.1 and 0.2, which means between 10% and 20%. So p-value is higher than alpha, which is 5%. So we do not reject H0. Donc pour conclure, on pourra dire qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour dire que la moyenne est différente de 30. Donc, the conclusion is there is not enough evidence to say that the mean is different from 30. Passons maintenant à l'exemple suivant. On nous dit que la moyenne des âges d'un échantillon de 64 étudiants est de 22,1. On veut tester si cette moyenne est supérieure à celle de l'année dernière, qui était de 21,3. On nous donne l'écart type de l'échantillon. S est égal à 2,7 et alpha est égal à 5%. Cette fois encore, sigma n'est pas connu. On nous donne seulement S, l'écart type de l'échantillon. Donc, nous sommes dans le deuxième cas. Test d'hypothèse pour une moyenne avec sigma inconnu. Nous allons utiliser la loi de Student avec la statistique T. Now let's move to the fifth example. We are told that the mean age of a sample of students is 22.1 years. We want to test whether this mean is higher than last year's mean, which was 21.3 years. We are given the sample standard deviation, S, which is equal to 2.7, with an alpha equals to 5%. Once again, sigma is unknown. Only the sample standard deviation S is given. Therefore, we are in the second case, hypothesis testing for a mean, when sigma is unknown.
we will use the student's t-test. La question, est-ce que la moyenne est supérieure à 21.3? Donc, on écrit H1 comme suit. Mu supérieur à 21.3 et H0, le complément. Mu inférieur ou égal à 21.3. Le signe supérieur dans H1 signifie que nous sommes dans un test unilatéral à droite. So the question is the mean greater than 21.3? So H1 will be written as follows. Mu is greater than 21.3 and H0 will be written mu is less than or equal to 21.3. The greater than sign in H1 means that we are in a right-tailed test. Comme toujours, nous pouvons prendre la décision finale par deux méthodes, la méthode des 5 étapes ou la méthode de la valeur de P. La grande case représente la population. La vraie moyenne est inconnue. On voulait tester si elle est supérieure à 21.3. Dans la petite case, on place les données observées dans l'échantillon. N est égal à 64, X bar est égal à 22.1 et S est égal à 2.7. So as always, we can reach the final decision using two methods, the 5-step methods or the p-value method. The large box represents the population. The true mean mu is unknown. We want to see if mu is higher than 21.3. The small box represents the observed data in the sample. So N is equal to 64, X bar is equal to 22.1, and S is equal to 2.7. Dans notre cas, alpha est égal à 5% et c'est un test unilatéral à droite. In our case, alpha is equal to 5% and it is a one-tailed test to the right. On utilise la statistique T qui est égale à X bar moins mu divisé par S sur racine carrée de N. On substitue chaque inconnu par sa valeur. On aura une valeur de T qui était égale à 2,37. So we use the T statistics. T is equal to X bar minus mu divided by S divided by square root of N. We substitute each unknown by its value. We get a T value of 2.37.
we go to T-table to find the T-critique. We'll have to gather some information. The degree of freedom is equal to n minus 1, and it's equal to 63. It's a one-tailed test, and alpha is equal to 5%. So T-critique is gonna be equal to 1.669. Donc pour trouver la valeur de T-critique, on aura besoin de plusieurs informations. Le degré de liberté qui est égal à n-1 est égal à 63. On fait face à un test unilatéral et un alpha est égal à 5%. À l'intersection de cette information, dans le tableau de T, nous allons trouver un T critique de 1,669. La valeur calculée de T, 2,37, est supérieure à 1,669. Elle tombe donc dans la zone de rejet. Donc, on rejette H0. The calculated value of T is 2.37, which is greater than 1.669. It falls in the rejection region. So, we reject H0. On va essayer de trouver ce même résultat en utilisant la méthode de la valeur de P. Dans le tableau de P, pour un DF de 63, on remarque que T calculé, qui est 2,37, se situe entre deux valeurs, 1,998 et 2,387. On est là. Donc,
Dans notre cas, la valeur de t calculée est entre 1,998 et 2,387. On remonte jusqu'à les valeurs de p. On trouve que la valeur de p tombe entre 0,01 et 0,025, donc entre 1% et 2,5%, ce qui nous donne une valeur de p inférieure à alpha qui est 5%. Donc, on rejette H0. So we try to find the same result we got before, but now using the p-value. We go to the line where the degree of freedom is 63. We try to locate t calculated, which is 2.37. It falls between the two values 1.998 and 2.387. We move up and we reach the p-values. P-value is between 0.01 and 0.025, which means that p-value is between 1% and 2.5%, which means p-value is less than alpha, which is 5%, which leads us to reject H0. Donc, en conclusion, il y a suffisamment de preuves pour affirmer que la moyenne des âges est supérieure à 21.3. So in conclusion, there is enough evidence to conclude that the mean age is greater than 21.3. En d'autres termes, on peut dire avec 95% de confiance que la moyenne est supérieure à 21.3, mais il reste toujours un risque de 5% de se tromper. So in other words, we can say that with 95% confidence that the mean is greater than 21.3, but we will still have a 5% risk of being wrong. Passons maintenant au sixième exemple. On nous dit que la moyenne des salaires d'un échantillon de 8 professeurs de l'université libanaise est de 45 000 $. On veut tester si les salaires sont inférieurs à 50 000 $. On nous donne l'écart type de l'échantillon. S est égal à 5 000 $ avec un alpha est égal à 5%. Cette fois encore, sigma n'est pas connu. On nous donne seulement S, l'écart type de l'échantillon. Donc nous sommes dans le deuxième cas, test d'hypothèse pour une moyenne avec sigma inconnu. Nous utiliserons donc la loi student avec la statistique T. Now let's move to the sixth example. We are told that the mean salary of a sample of 8 professors at the Lebanese University is $45,000. We want to test whether the salaries are less than $50,000. We are given the sample standard deviation S, which is $5,000, with an alpha equals to 5%. Once again, sigma is unknown. Only the sample standard deviation S is given. Therefore, we are in the second case, hypothesis testing for a mean with unknown sigma. So we will use the student's t-distribution. La question, est-ce que la moyenne est inférieure à 50 000 $? Donc, on a H1, mu, inférieur à 50 000 $. Et H0, mu, supérieur ou égal à 50 000 $. Le signe inférieur dans H1 signifie que nous sommes dans un test unilatéral à gauche. So the question is the mean less than $50,000? So H1 must be written as follows. Mu is less than $50,000, while H0 would be mu is higher or equal than $50,000. The less sign in the H1 means that we are facing left-tailed test.
Comme toujours, nous pouvons prendre la décision finale par deux méthodes, la méthode des 5 étapes ou la méthode de la valeur de P. La grande case représente la population, la vraie moyenne mu est inconnue. On cherche à trouver si elle est inférieure à 50 000 $. Dans la petite case, on place les données observées dans l'échantillon. N est égal à 8, X bar égale à 45 000 $ et S égale à 5 000 $. So as always, we can reach the final decision using two methods, the 5 steps method or the p-value method. The large box represents the population. The true mean mu is unknown. We are testing if it is less than $50,000. In the small box, we place the observed data from the sample. N is equal 8, X bar is equal 45,000, and S is equal 5,000. Dans notre cas, alpha est égal à 5%. Et c'est un test unilatéral à gauche. So alpha is equal to 5%, and it is a left-tailed test. On utilise la statistique T. T est égal à X bar moins mu divisé par S divisé par racine carrée de N. On remplace chaque inconnu par sa valeur. On obtient une valeur de T qui est égale à moins 2,828. So we use the T statistics. T is equal to X bar minus mu divided by S divided by square root of N. We substitute each unknown by its value. We reach a T value of minus 2.882. On trouve le degré de liberté pour trouver la valeur critique de T. On connaît que alpha est égal à 5% et on est dans un test unilatéral. Toutes ces informations réunies nous amènent à la valeur critique de T. À l'intersection de toutes ces informations, on trouve une valeur critique de T qui est égale à 1,895. So, to find the critical T, we need the degree of freedom, which is equal to 8 minus 1, which is 7. We know that alpha is equal to 5%, and we are facing a one-tailed test. In the T table, at the intersection of all this information,
we can reach a critical T of 1.895. La valeur calculée de T, qui est moins 2,828, est inférieure à la valeur T critique qui est moins 1,85, donc dans la région de rejet de H0. Donc, on rejette H0. So, calculated T, which is minus 2.882, is smaller than minus 1.985. It falls in the rejection region. So, we reject H0. Now we try to reach the same result by using the p-value method. On va essayer de trouver le même résultat, mais en avoir recours à la valeur de t comme méthode. Donc, on va trouver dans la ligne de degré de liberté qui est égale à 7 la situation de t calculée. Elle se trouve entre les deux valeurs 2,365 et 2,998. Donc, comme t calculé est entre 2,365 et 2,998, on pourra monter jusqu'à les valeurs de p correspondantes. La valeur de p tombe entre 0,01 et 0,025, donc entre 1% et 2,5%. Ce qui fait que la valeur de p est inférieure à alpha qui est égal à 5%, ce qui va nous ramener à rejeter H0. So T calculated is 2.828 in the row of the degree of freedom of 7. We can locate T calculated. It falls between 2.365
and 2.998. So p-value moving up can be located between 0.01 and 0.025, which mean between 1% and 2.5%. So p-value is less than alpha in this case, which leads us to reject H0. En conclusion, il y a suffisamment de preuves pour affirmer que le salaire moyen est inférieur à $50,000. In conclusion, there is enough evidence to conclude that the average salary is less than $50,000. Maintenant, analysons notre conclusion avec les notions 95 et 5%. Ici, nous avons travaillé avec un alpha de 5%. Cela signifie que nous acceptons un risque d'erreur de 5% lorsque nous prenons notre décision. Comme nous avons rejeté H0, cela veut dire que nous concluons avec un niveau de confiance de 95% que les salaires moyens est inférieur à $50,000. Autrement dit, nous avons suffisamment de preuves statistiques pour soutenir cette conclusion, tout en acceptant une petite possibilité de 5% de nous tromper. So now if we want to analyze our conclusion using the idea of 95 and 5%, here we work with an alpha of 5%. This means that we accept a 5% risk of error when making our decision. Since we rejected H0, this means that we conclude with a 95% confidence level that the average salary is less than $50,000. In other words, we have enough statistical evidence to support this conclusion while accepting a small 5% possibility of being wrong. Passons maintenant au 7e exemple. Cette fois, nous ne travaillons ni avec une moyenne, ni avec un écart type, mais avec une proportion. Un échantillon de 300 Libanais montre que 45% sont des fumeurs. On veut tester si le vrai pourcentage de fumeurs au Liban est différent de 40%, avec un niveau de signification alpha de 10%. Now let's move to example 7. This time, we are not working with a mean or a standard deviation, but with a proportion. A sample of 300 Lebanese people shows that 45% are smokers. We want to test whether the true percentage of smokers in Lebanon is different from 40%, with a significance level of 10%. Comme nous étudions un pourcentage, nous sommes dans le 3e cas, test d'hypothèse pour une proportion. Et puisque la question contient différent de, le signe différent nous indique que nous sommes dans un test bilatéral. Since we are studying a percentage, we are in the 3rd case, hypothesis testing for a proportion. And because the question says different from, so the sign different leads us to say that we are in a two-tailed test. Comme toujours, nous pouvons prendre notre décision finale à partir de 2 méthodes, la méthode des 5 étapes ou la méthode de la valeur de P. La grande case représente toute la population libanaise. La vraie proportion pi est inconnue et nous voulons vérifier si elle est égale ou non à 40%. La petite case représente l'échantillon observé. On place les données de l'échantillon, n égale à 300 et P chapeau égale à 45%.
As always, we can reach our final decision in two ways: the 5 steps method or the p-value method. The large box represents the whole Lebanese population. The true proportion pi is unknown, and we want to verify whether it is equal to 40% or not. The small box represents the observed sample. We place the data there. N is equal to 300 and p hat is equal to 45%. Un zéro contient toujours l'égalité, donc pi est égal à 40% et H1 contient la question, pi différente de 40%. H0 always contains the equality, which means pi is equal to 40%. H1 contains the question, so pi is different than 40%. Dans notre cas, alpha est égal à 10%. Et c'est un test bilatéral. Nous allons diviser alpha en deux parties égales, 5% à gauche et 5% à droite. In our case, alpha is equal to 10%, and it is a two-tailed test. We divide alpha into two equal parts, 5% on the left and 5% on the right. La formule du test pour une proportion est égale à z égale p moins pi divisé par racine carrée de pi fois 1 moins pi divisé par n. On remplace chaque inconnu par sa valeur. En remplaçant chaque inconnu par sa valeur, nous allons obtenir une valeur de z calculée de 1,77. The test formula for a proportion is shown as follows. Z is equal p minus pi divided by square root of pi minus 1 minus pi divided by n. By substituting each unknown by its value, we reach a z calculated of 1.77. Avec un alpha de 10% et un test latéral, nous avons 5% dans chaque extrémité. La zone centrale est donc de 90%, ce qui donne une surface de 0,45 entre 0 et z. Dans le tableau de la loi normale, cela correspond à une valeur de probabilité de z de 0,45.
ce qui nous amène à un Z critique de 1,65 ou 1,64. With an alpha of 10% and a two-tailed test, we have 5% in each tail. The central area is 90%, which means an area of 0.45% between 0 and Z. In the normal table, this gives us a critical value of Z of 1.65 or 1.64. La valeur calculée est de 1,77. Elle dépasse 1,65. Donc, elle tombe dans la région de rejet. Donc, on rejette H0. The calculated value is 1.77. It is greater than the critical Z, which is 1.65. So it falls in the rejection region. So we reject H0. On va essayer de trouver ce même résultat à partir de la deuxième méthode, qui est la valeur de P. Donc, pour une valeur de Z calculée de 1,77, on trouve un pourcentage de 0,4616. On applique la formule de la valeur de P dans le cas d'un test bilatéral. En remplaçant chaque inconnu par sa valeur, on trouve une valeur de P de 7,68%, qui est inférieure à alpha, dans notre cas qui est 10%, ce qui nous ramène à rejeter H0. So we try to prove the same result by using the p-value. For a Z calculated of 1.77, in the Z table, we can find a percentage of 0.4616. We use the formula of p-value for a two-tailed test. It is equal to 2 times 0.5 minus probability of Z calculated. We substitute each unknown by its value. We reach a p-value of 7.68, which is less than alpha, which is equal to 10%. This will lead us to reject H0. Donc, pour conclure, on peut dire qu'il y a suffisamment de preuves statistiques pour conclure que le pourcentage réel de fumeurs au Liban est différent de 40%.
Donc, on est 95% confiant que la proportion de fumeurs au Liban est différente à 40%. Mais il y a toujours 5% de risque de se tromper. So there is enough statistical evidence to conclude that the true percentage of smokers in Lebanon is different from 40%. In other words, we can say that we are 95% confident that pi is different than 40%, but we'll still have a 5% risk of being wrong. Passons maintenant au 8e exemple. Nous restions dans le 3e cas, donc un test d'hypothèse pour une proportion. Cette fois, on veut vérifier si le taux de réussite aux examens est supérieur à la valeur habituelle de 47%. On nous dit que la proportion habituelle de réussite est de 47%. Un échantillon de 1006 étudiants montre que 490 ont réussi. On teste l'hypothèse que la vraie proportion est supérieure à 47%. On nous donne alpha égale à 2%. Now let's move to example 8. We are still in the third case, which means hypothesis testing for proportion. This time, we want to check whether the exam success rate is higher than usual values, which is 47%. We are told that a usual passing rate is 47%. A sample of 1,006 students shows that 490 passed. We test the hypothesis that the true proportion is greater than 47%, with an alpha equals to 2%. Comme nous travaillons avec un pourcentage, nous sommes dans le cas d'une proportion, donc le 3e cas. Et comme la question contient supérieur à, le signe supérieur montre un test unilatéral à droite. Since we are working with a percentage, this case is a case of a proportion, so the third case. And because the question says greater than, the sign greater than shows a right-tailed test. Comme toujours, nous pouvons prendre la décision avec la méthode des 5 étapes ou avec la méthode de la valeur de P. La grande case représente toute la population des étudiants, la vraie proportion pi qui est inconnue, et nous voulons vérifier si elle dépasse 47%. La petite case représente l'échantillon observé. On a n égale 1006 et on a un pourcentage dans l'échantillon égal à 490 divisé par 1006, ce qui nous donne un pourcentage dans l'échantillon de 48,7%. As always, we can make the decision using the 5-step method or the p-value method. The large box represents the whole student's population. The true proportion pi is unknown, and we want to verify if it is greater than 47%. The small box represents the observed sample. We have n is equal 1,006 students, and we have the proportion inside the sample equals to 490 students divided by 1,006, which gives us a percentage in the sample of 48.7%.
H0 contient l'égalité. H1 contient la question. Donc, H1 serait pi supérieur à 0,47 et H0 serait pi inférieur ou égal à 0,47. So H0 contains the equality and H1 contains the question. H1 would be stated as follows: pi higher than 0.47, while H0 would be pi less than or equal to 0.47. Dans notre cas, alpha est égal à 2%, et c'est un test unilatéral à droite. Toute la zone de rejet se trouve dans la queue droite. In this case, we are facing an alpha of 2%, and it is a right tail test. So the whole rejection region is in the right tail. La statistique de test pour une proportion est la suivante. Z égale P moins pi divisé par P fois 1 moins pi divisé par N. On remplace chaque inconnu par sa valeur. On aura un Z est égal à 1,08. In this case, since we're facing a proportion, the formula that must be used is the following. Z is equal P minus pi divided by square root of pi times 1 minus pi divided by N. We substitute each unknown by its value. We get a Z calculated of 1.08. Maintenant, comme alpha est égal à 2%, dans un test à droite, donc la surface entière de 0 jusqu'à Z est de 48%. Dans le tableau de Z, on cherche 0,48. On est là. On tombe sur une valeur de Z de 2,05 ou 2,06. Donc notre valeur de Z critique est de 2,05. So since alpha is equal to 2% in a right tail test, the area between 0 and the Z critique is 48%. We go to the table of Z. We try to find 0.48
At the intersection, we find a z value of 2.05 or 2.06. So z critique is equal to 2.05. La valeur calculée de z est de 1,08. Cette valeur, elle est plus petite que 2,05. Donc, elle ne tombe pas dans la zone de rejet. Donc, on ne rejette pas H0. The calculated value of z is equal to 1.08 and it is smaller than 2.05. It does not fall in the rejection region. Therefore, we do not reject H0. Maintenant, on va essayer de trouver ce même résultat, mais en utilisant la valeur P. On se dirige vers le tableau de la loi normale et on va chercher le pourcentage de Z calculé. Z calculé est égal à 1,08. Donc, on tombe sur un pourcentage de 0,3599. On utilise la formule de la valeur de P dans le cas unilatéral. PV égale 0,5 moins la probabilité de Z calculée. On remplace chaque inconnu par sa valeur. On aura une valeur de P de 14,01. Donc, la valeur de P est supérieure à alpha dans notre cas qui est 2%, ce qui nous ramène à ne pas rejeter H0. So for Z calculated of 1.08, we find the percentage of 0.3599. We use the formula of p-value in the case of one-tailed test, which is equal to PV is 0.5 minus probability of Z calculated. We substitute each value by its value. We get a percentage of 14.01. This p-value is higher than alpha, which is 2%, which leads us to not reject H0. Pour conclure, on peut dire qu'il n'y a pas suffisamment de preuves statistiques pour conclure que le taux de réussite est supérieur à 47.
there is not enough statistical evidence to conclude that the passing rate is greater than 47. Passons maintenant au 9e et dernier exemple. Nous restons dans le 3e cas, donc un test d'hypothèse pour une proportion. Cette fois, on veut vérifier si le pourcentage de décès dus aux accidents est inférieur à 77%. Now let's move to the 9th and final example. We are still in the 3rd case, which means hypothesis testing for a proportion. This time, we want to check whether the percentage of death due to accidents is less than 77%. On nous dit que le pourcentage habituel de décès dû aux accidents est de 77%. Un échantillon de 27 personnes ayant eu un accident montre que 15 sont décédés. On veut tester l'hypothèse que la vraie proportion est inférieure à 77%, avec un alpha de 10%. We are told that the usual percentage of death due to accident is 77%. A sample of 27 people who had an accident shows that 15 died. We want to test the hypothesis that the true proportion is less than 77%, with an alpha equals to 10%. Quand nous travaillons avec un pourcentage, nous sommes dans le cas d'une proportion, donc le 3e cas. Et comme la question contient inférieur à, donc on est dans un test unilatéral à gauche. Since we are working with a percentage, so we are still in the 3rd case, testing of a proportion. And because the question says less than, so it is a left-tailed test. Comme toujours, nous pouvons prendre la décision finale avec la méthode des 5 étapes ou avec la méthode de la valeur de P. La grande case représente toute la population, la vraie proportion est inconnue et nous voulons vérifier si elle est inférieure à 77%. La petite case représente l'échantillon observé. On a n égale à 27 et on a 15 décès, donc un pourcentage dans l'échantillon est égal à 15 sur 27, donc 55%. As always, we can make the final decision using the 5 steps method or the p-value method. The large box represents the whole population. The true proportion of pi is unknown, and we want to verify whether it is less than 77%. The small box represents the observed sample. We have n equal to 27. We have x equal to 15, which leads to a percentage in the sample of 55%, which is 15 out of 27. Étape 1. On va poser les hypothèses. H0 contient toujours l'égalité, H1 contient la question. Donc, pi inférieur à 0,77, c'est H1,
et H0 serait pi supérieur ou égal à 0,77. So we state our hypothesis. H0 always contains the equality. H1 contains the question. So H1 would be stated pi less than 0.77, while hypothesis 0 will be stated pi is higher than or equal to 0.77. Dans notre cas, on a alpha est égal à 10% et c'est un test unilatéral à gauche. Donc toute la zone de rejet se trouve dans la queue gauche. In our case, alpha is equal to 10%. Since this is a left tail test, the whole region of rejection is in the left tail. On calcule Z calculé. On utilise la formule suivante. La formule est P moins pi divisé par pi fois 1 moins pi divisé par n. On remplace chaque inconnu par sa valeur. Nous tombons sur une z calculée de moins 2,65. So using the proportion formula, we calculate z calculated. It is equal to p minus pi divided by square root of pi times 1 minus pi divided by n. We substitute each unknown by its value, we get minus 2.65 as z calculated. Comme alpha est égal à 10%, dans un test à gauche, la surface de 0 jusqu'à la z critique est égale à 40%. Dans le tableau de la loi normale, on cherche 0,4. Donc on tombe sur une valeur de z critique de 1,28 ou 1,29. Since alpha is equal to 10%, in a left tail test, the area between 0 and z is 40%. So we go to the z table and
we search for 0.4. We get a z-critique of 1.28 or 1.29. La valeur de z calculée est moins 2,65. Elle est plus petite que moins 1,28. Donc, elle tombe dans la zone de rejet. Donc, on rejette H0. The calculated value of z is minus 2.65, and it is smaller than minus 1.28. So it falls in the rejection region. So we reject H0. On va essayer de trouver ce même résultat, mais en utilisant la valeur de P. On va chercher le pourcentage de Z calculé. On tombe sur un pourcentage de 0,4960. On utilise la formule de la valeur de P qui est égale à 0,5 moins la probabilité de Z calculée. On tombe sur une valeur de P de 0,4% qui est inférieure à alpha qui est de 10%, ce qui nous ramène à rejeter H0. So we will try to reach the same result but by using the p-value method. We try to find the probability of Z calculated. In our case, Z calculated is equal to 2.65, which gives us a percentage of 0.496. We substitute this value in the p-value formula. We get a value for p-value of 0.4%, which is less than alpha, in our case 10%, which leads us to reject H0. Pour conclure, on peut dire qu'il y a suffisamment de preuves statistiques pour conclure que le pourcentage réel de décès dû aux accidents est inférieur à 77%. There is enough statistical evidence to conclude that the true percentage of death due to accident is less than 77%. En d'autres termes, on peut dire qu'on est 95% confident que la proportion de la population est inférieure à 77%. Mais on a toujours un risque de 5%
de se tromper. In other words, we can say that we are 95% confident that the true proportion of the population is less than 77%, but we will still have a 5% risk of being wrong. Au cours de cette séance, nous avons compris le principe du test d'hypothèse. On a utilisé un échantillon pour prendre une décision sur une population. Nous avons appris à formuler H0 et H1, à distinguer les tests bilatéraux et unilatéraux, puis à travailler dans les trois cas principaux, moyenne avec sigma connu, moyenne avec sigma inconnu et proportion. Nous avons aussi utilisé les deux méthodes de décision, les 5 étapes et la valeur de P, avant d'appliquer tout cela dans plusieurs exercices complets. Vous avez maintenant une vision claire et structurée du test d'hypothèse. So during this session, we understood the principle of hypothesis testing, using a sample to make a decision about a population. We learned how to formulate H0 and H1. We distinguished between two-tailed and one-tailed tests, and we worked through three main cases: mean with known sigma, mean with unknown sigma, and proportion. We also used the two decision methods, the 5-step approach and the p-value, before applying everything through several complete examples. You now have a clear and structured understanding of hypothesis testing.